Sur la deuxième partie de ce cours de chimie organique sur la partie alcane et dérivés halogénés. Premier chapitre de ce cours réellement, donc la partie nomenclature et réaction chimique, c'est pas le plus important, je vous ai dit. La partie alcane dérivés halogénés, on commence donc par les alcanes. Les alcanes, on les a vus tout à l'heure, ce sont ce qu'on appelle des hydrocarbures saturés, mais ils ne comportent que des liaisons simples, d'accord ? Les alcanes, ce sont que des carbones et des hydrogènes. On peut avoir des alcanes qui sont linéaires, voilà, et des alcanes cycliques, comme on le voit sur la droite. Les règles de nomenclature, on les a vues dans la précédente vidéo. Quelques petites choses pour les décrire. Donc, je vous ai dit, on peut les appeler des hydrocarbures saturés. Voilà, donc saturés, pourquoi ? Parce que vous n'avez pas de double liaison. Et en chimie organique, une double liaison s'appelle une insaturation. Donc en fait, les hydrocarbures sont saturés parce qu'ils n'ont pas d'insaturation. Un hydrocarbure insaturé, c'est quelqu'un qui a une molécule qui a une double liaison. Les alcalines cycliques ont pour formule brute CnH2n+2 et les cycliques CnH2n. En général, voilà. Ça c'est pas à savoir, mais en général, si vous regardez, c'est pour une molécule avec un carbone, donc C1, donc C, vous avez un 2n+2, donc vous avez 2 plus 2, 4. Donc vous avez bien 4 hydrogènes autour. Pardon. Ce qui peut aussi la décrire, c'est que vous voyez, souvent elle écrit comme ça, mais les alcanes, ce sont des tétraèdres dans l'espace, faites attention. Donc c'est pour ça notamment qu'on écrit pas en ligne, d'accord, on écrit de cette manière-là les molécules. Même chose, prenez l'habitude d'écrire en topologique. Les longueurs de liaison, même chose, pas trop à savoir, mais c'est vraiment un titre indicatif. La liaison carbone-hydrogène, c'est à peu près 108 picomètres, et l'angle entre la liaison hydrogène-carbone-hydrogène, c'est à peu près du 110 degrés. D'accord ? Les alcanes possèdent une réelle réactivité, c'est-à-dire que vous pouvez faire des réactions avec des alcanes par photochimie radicalaire, c'est-à-dire avec des échanges d'électrons purs. Ce n'est pas le cadre de ce cours. La réactivité des alcanes ne sera pas étudiée. Voilà, je vous les présente très rapidement pour vous ayez une partie alcane. Ils sont très utilisés dans l'industrie. Souvent, vous allez faire des solvants avec, du dichlorométhane, etc. Mais voilà, on ne les voit pas dans ce cours. La partie alcane s'arrête ici. Elle est très très rapide. C'est pour ça que je vous le présente, mais il n'y a pas un grand intérêt. Alors là, je ne vous l'ai pas donné, évidemment, le méthane, ce que je vous ai dit, le N est égal à 1. Ici, vous avez un 1, 2, 3, 4, 5 carbone, donc C5. D'accord ? Donc C5, non, vous avez du 2N+2, donc 2 fois 5, 10 plus de 12. Voilà, donc c'est 5H12, ça marche bien. Et le cyclohexane, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbones. Et par contre, pour les cycliques, c'est du 2N, donc 2 fois 6, donc c'est du C6H12. C6H12, on s'y retrouve ici. Les dérivés halogénés. Donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, les dérivés halogénés, vous avez une nomenclature qui est possible. D'accord ? Si vous partez, donc c'est le remplacement d'un atome d'hydrogène par un alcane, tout simplement. Si vous partez de l'alcane, par exemple de l'éthane, si vous lui rajoutez un chlore, c'est du chloroéthane ou du 1-chloroéthane, et il y en a encore qui l'appellent du chlorure d'éthyle. Le butane, par exemple, si vous mettez du brome au bout, c'est du 1-bromobutane. Tout ce qui est 1-bromure de méthyle, tout ça, on ne va pas trop l'utiliser, d'accord ? On utilisera principalement la première nomenclature. Donc le premier, c'est du chloroéthane. Donc si je ne précise pas 1-chloroéthane, c'est forcément que c'est en position 1. De toute façon, il n'y a pas de choix. Si vous le mettez sur l'autre carbone, ça vous donne quand même du chloroéthane, du 1-chloroéthane. Par contre, l'autre, on précise du 1-bromobutane, parce qu'il y a possibilité de mettre le brome sur d'autres carbones. Et donc on peut avoir du 2-bromobutane, du 3-bromobutane. Non, on ne peut pas avoir du 3-bromobutane, on peut avoir que du 2-bromobutane. Comment on écrit ça ? Alors, les halogènes, je vous ai dit tout à l'heure, vous avez fluor, chlore, brome, iode, et deux qu'on oublie, krypton et xénon qu'on n'utilisera jamais. Les fluor, chlore, brome, iode, on les simplifie souvent par X. D'accord ? Donc, ce qu'on appelle, et en fait, les dérivés halogénés, ils ont un autre petit nom. En gros, ce sont des halogénures d'alkyle ou des halogénoalcanes. Vous voyez bien, halogénoalcanes, parce que ce sont des alcanes qui ont une liaison halogène. Ou halogénure d'alkyle,
parce que ce sont des halogénures, des halogènes qui ont une chaîne alkyle à côté. Des petites règles très rapides, je vous ai dit, vous voyez, fluorchlorbromide, ici, famille des halogènes. Vous avez principalement, vous êtes sur la 7e colonne, je vous rappelle à vos cours d'atomistique, vous avez 7 couches sur la couche externe, donc pour respecter l'octet, il vous faut un seul électron supplémentaire, donc tous les halogènes ne feront qu'une liaison dans une molécule. Attention, je vous préviens tout de suite, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour passer d'une molécule A à une molécule B, on peut des fois passer par des intermédiaires. On rencontrera, mais attention, les intermédiaires ne sont pas valables, c'est-à-dire que si vous arrêtez au milieu, ça repart dans un sens ou dans l'autre. D'accord ? Vous ne pouvez pas avoir une molécule intermédiaire de synthèse. Vous pouvez avoir des halogènes qui ont 2 liaisons, et ce ne sont uniquement des intermédiaires. Et vous le verrez, je vous le dis tout de suite pour pas que vous me disiez « Ouais, monsieur, les halogènes, on a vu qu'il n'y avait qu'une liaison. » Non. Les réactifs et les produits, en gros, si vous fabriquez un produit, vous n'aurez toujours qu'une liaison. On verra ça un petit peu plus tard. Les halogènes, donc je vous dis, c'est le symbole X, comme ça n'existe pas pour les halogènes. En gros, Rx, c'est que vous avez n'importe quoi, une chaîne R, accrochée à un halogène. Un halogène, c'est quoi ? C'est une liaison vers un carbone et 3 doublés non liants. D'accord ? Donc rappelez-vous ça bien, les halogènes ont 3 doublés non liants. Donc souvent on met X, voilà. On précise pas si c'est un fluor, un chlore, un bromure ou un iode, surtout dans des explications générales. Voilà. Les dérivés halogénés sont très rares à l'état naturel, des petites choses comme ça. Très utilisés en agent de synthèse, vous verrez. On les verra tout le temps. Et surtout comme solvants. Et ils sont utilisés dans dans des choses qui sont très sympathiques, comme des pesticides, des insecticides, et sont majoritairement cancérigènes. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que tout simplement, il y a des normes en ce moment, les normes REACH, les normes ISO, des choses comme ça, qui appellent à bannir totalement l'utilisation de ces solvants, ou à les encadrer un petit peu plus fort. Donc, par exemple, vous avez le chloroforme. Le chloroforme qui, avant, on va dire, les personnes qui travaillaient dans les laboratoires faisaient leur vaisselle. Voilà, le chloroforme. Le chloroforme est cancérigène, mutagène et reproductible. Il a été déclaré tel quel, donc en fait voilà. Donc pour le manipuler, pour avoir accès à ces produits, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, tout ce qui est dérivé halogéné, bien souvent c'est très mauvais pour la santé. Gaz moutarde, des choses comme ça, ce sont des dérivés halogénés. Ensuite, quand vous avez un dérivé halogéné, je vous ai dit que sur l'halogène, donc fluor, chlore, brome ou iode, ici, on va le simplifier par un X, vous aviez 3 doublés non liants. Ce qui fait que vous avez un atome, un halogène, avec énormément d'électrons autour de lui. Donc ça veut dire que vous allez avoir une différence d'électronégativité avec le carbone qui est à côté. En réalité, vos halogènes, si vous vous rappelez la table d'électronégativité, voilà, alors je ne sais pas si on va le voir, non, pas ici, votre halogène est plus électronégatif que le carbone, c'est-à-dire qu'il va attirer à lui les électrons. Donc en gros, la liaison ici, Rx, vos électrons ne sont pas à distance égale, ils vont être plus près de votre... je vous rappelle, la liaison ici, c'est 2 électrons mis en commun. Ils ne seront pas équitablement répartis, ils vont être plus proches de votre halogène. Donc en fait, vous allez créer une charge. Alors c'est une charge partielle, c'est pas une charge qui est complète et réelle. C'est juste voilà, un petit déséquilibre. Vous allez avoir plus d'électrons du côté de l'halogène que du carbone qui le porte. Ici c'est un R, c'est pour dire c'est quelconque, c'est n'importe quel carbone. Donc ça veut dire que vous avez une liaison ici qui est polarisée. Ça veut dire que vous allez avoir un delta plus, un delta moins, je vous rappelle, delta moins parce que les électrons sont attirés un tout petit peu par votre halogène, parce que votre halogène est plus électronégatif. Il va attirer légèrement les électrons de la liaison. Et à l'inverse, si vous avez un surplus d'électrons de ce côté-là, vous allez avoir un déficit ici, et ce sera fini. Voilà. Vous voyez, c'est la même chose. C'est-à-dire que écrire R liaison X, c'est la même chose que d'écrire Rx avec les 2 charges. Parce que ce ne sont pas des vraies charges, faites attention, ce ne sont pas des ions. D'accord ?
Cl-, Na+, des choses comme ça. Ce sont des vrais ions, c'est-à-dire qu'il manque des électrons, il y a des électrons en trop. Là, c'est juste que cette liaison-là, du fait d'une différence d'électronégativité entre les deux atomes, entre le carbone ici et l'halogène ici, vous allez avoir les électrons de la liaison qui vont se rapprocher un petit peu plus de votre halogène. Je vous montre ici avec un exemple réel. Si vous avez une liaison ici, carbone-brome. Votre brome est plus électronégatif que votre carbone, donc ça veut dire que sur votre brome, vous aurez une charge partielle delta-, et sur votre carbone, une charge partielle delta+. Vous voyez, j'écris la même chose à côté, en gros. Là, c'est la formule développée, d'ailleurs. Formule développée, et en formule topologique, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5 carbones. 1, 2, 3, 4, 5 carbones. Et le carbone qui porte le brome, vous voyez, il est delta+ par rapport au brome. Parce que le brome va attirer les électrons, donc il sera plutôt delta-. Ça, c'est important de le savoir. Il y a aussi une notion de polarisabilité, ou de polarisation. Donc, une liaison est plus... j'ai pas mis de texte sur celle-ci. Une liaison est très polarisée si votre électronégativité, elle est très forte. Et vous voyez, dans la table d'électronégativité, ce que vous avez dû voir en atomistique, votre carbone, il a une valeur de 2,55. Votre fluor, il a une valeur de 3,98. C'est énorme, il y a une très grande différence. Donc ça veut dire que votre polarisation va être très forte. C'est-à-dire que vos électrons vont être très attirés vers votre halogène. Plus vous allez descendre dans votre tableau périodique, plus la différence d'électronégativité va être faible. Elle y est quand même. Le carbone, c'est du 2,55. Votre iode, c'est du 2,56. La différence d'électronégativité, elle est présente, mais elle est plus faible. C'est-à-dire que les électrons seront plus équitablement répartis. Alors, ils sont toujours un petit peu plus près de votre iode, mais voilà. Et donc, ça veut dire que vous voyez, en fait, vous avez une liaison carbone-iode qui va être faiblement polarisée, une liaison carbone-brome qui va être un peu plus polarisée, une liaison carbone-chlore encore un peu plus polarisée, et la plus forte des liaisons polarisées, dans le cas des dérivés halogénés, ce sont des liaisons carbone-fluor. Donc là, vous avez vraiment les électrons qui seront très proches de votre molécule. Vous voyez, on met une petite flèche, on peut vous montrer. Les électrons vont être attirés ici par cet halogène. Là, on a vu la polarisation. D'accord ? Là, on va voir ce que c'est que la polarisabilité. La polarisabilité, elle va dépendre de quoi ? C'est si vous avez un nuage électrophile important, à quel point il va pouvoir se déformer. D'accord ? En gros, qu'est-ce qui se passe ? Si vous avez un très gros nuage autour de vous, d'accord, c'est que vous êtes très peu électronégatif. Parce que plus on va être électronégatif, vous voyez, le fluor est très électronégatif, il va attirer au maximum les électrons qu'il a autour de lui, donc c'est dire que la sphère où peuvent se retrouver les électrons est très faible. D'accord, la sphère de probabilité est très très faible. A l'inverse, si l'iode est moins électronégatif, il va moins attirer les électrons autour de lui, donc c'est dire que la sphère de probabilité de présence des électrons va être beaucoup plus grande. Et donc ça, si vous avez une molécule qui veut venir attaquer ce nuage électronique, vous allez voir comment, ou si cette molécule veut se déplacer autour d'autres charges électroniques, eh ben, elle aura beaucoup plus de mal, parce que son nuage électronique est très important, il est beaucoup plus volumineux que ça. Vous voyez, en fait, ça prend beaucoup plus de place dans l'espace en termes électroniques que ça. Donc l'échelle de la polarisabilité, elle est inversée par rapport à celle de la polarisation. Plus un composé est polarisable, moins il est polarisé. Et plus il est polarisable, moins il est polarisé. C'est ce que je viens de dire, vous avez compris, c'est juste l'inverse. En termes de réactivité, la liaison la plus réactive, c'est la liaison carbone-iode. D'accord ? La liaison la moins réactive, c'est le carbone-fluor. Voilà. Ça, c'est uniquement pour vous dire si vous avez un mélange de produits sur lequel vous voulez faire réagir des molécules, on verra un petit peu plus tard comment, eh ben, c'est d'abord la plus réactive, ce sera d'abord l'iode qui réagira, puis le brome, puis le chlore, puis le fluor. Voilà. C'est principalement lié à ça. On arrive enfin au grand principe de ce cours, les grands types de réactions. Vous allez voir enfin des réactions de chimie organique, ce qui fait vraiment le cœur de ce cours. C'est à partir de maintenant qu'il faut se concentrer. Les dérivés halogénés, ils sont capables de réagir avec plusieurs entités différentes. Alors,
les dérivés halogénés, qu'est-ce qui va se passer? Souvent, comme, on va dire, vous avez un déficit d'électrons, hein, je vous remets un petit peu sur la slide, par exemple ici, là en bas, vous allez avoir votre dérivé halogéné qui va attirer les électrons, donc en fait il va créer sur ce carbone-là, localement, vraiment localement, c'est pas un ion, un tout petit déficit d'électrons. Ça veut dire que quand vous regardez votre molécule dans l'ensemble, si vous avez un composé qui a beaucoup d'électrons, il va être attiré par ce site-là qui se montre en tout cas assez déficitaire en électrons. D'accord? Ce qui est important de savoir, c'est que sur tous les halogènes, la position qui porte l'halogène va pouvoir réagir. Souvent, ce sont des anions qui vont pouvoir réagir dessus, ce sont des doublés non-liants, par exemple, des choses comme ça. Vous avez deux grands types de réactions sur les dérivés halogénés, ce qu'on appelle la substitution nucléophile. Donc la substitution, c'est évidemment, on va modifier votre halogène par un autre atome qu'on va rajouter. Et l'élimination, c'est qu'on va supprimer votre halogène, mais on va rien ajouter de plus. On va voir tout de suite le détail qui sera très utile pour le TD notamment. Premier type de réaction, c'est la substitution nucléophile. Mais évidemment, avant, il faut vous donner un petit peu de vocabulaire, sinon ça va être un petit peu compliqué. Un nucléophile, qu'est-ce que c'est? Un nucléophile, donc on l'abrège NU. Voilà, ici, donc vous voyez, ici, c'est un nucléophile quelconque. Voilà, c'est pas un atome, c'est un nucléophile. C'est une généralité. C'est une entité, c'est une espèce, c'est une substance, c'est un produit chimique, ce que vous voulez, qui possède une paire d'électrons libres, un doublet non-liant. Vous voyez ici, vous avez un nucléophile qui possède un doublet non-liant. Un électrophile, qu'on va abréger E+, c'est un composé quelconque qui possède un déficit d'électrons. Donc, souvent, on va l'écrire avec une petite case. Un vrai déficit, c'est une petite case. Sinon, ce que je viens de vous dire, un déficit qu'on vient de rencontrer, c'est un petit delta+. Donc ça veut dire que, vous regardez, on va pouvoir faire réagir le nucléophile, lui, qui a plein d'électrons, avec cet électrophile, lui, qui a un déficit en électrons, pour faire une liaison nucléophile-électrophile. Et vous formez une nouvelle molécule. Si vous regardez par rapport à ce que je vous ai dit dans la vidéo précédente, vous faites toujours réagir d'une charge négative vers une charge positive, ou d'un composé chargé en électrons vers un composé pauvre en électrons. Et c'est comme ça qu'on va faire. C'est-à-dire que vous allez partir votre flèche du nuage électronique pour aller attaquer votre lacune. Et là, en fait, on montre comment se forme la molécule. Voilà, donc là, c'est un cas simple, mais vous verrez quand il y aura plus de complications. Là, en fait, on dit ça part du doublet non-liant du nucléophile et ça va vers l'électrophile. La substitution nucléophile, en elle-même, donc grand principe des dérivés halogénés, ça permet de modifier un atome sur une molécule. Vous avez deux possibilités, soit vous arrivez à quelque chose qui est chargé, soit quelque chose qui est neutre. Donc ça veut dire que, alors là je parle en généralité, vous allez voir tout de suite après, on va parler avec des vrais exemples, ce sera beaucoup plus concret, mais vous avez un nucléophile quelconque, donc c'est n'importe quoi, on l'a abrégé NU, qui possède un doublet non-liant, et vous voyez ce qu'on a dit tout à l'heure, un dérivé halogéné, donc X, n'importe quel halogène, R, n'importe quel carbone. Vous allez avoir, du fait de cette liaison carbone-halogène, un delta plus delta moins, donc qu'est-ce qui va se passer? Votre doublet non-liant va venir attaquer le carbone qui porte l'halogène. D'accord? Le seul souci, c'est que si vous créez votre liaison nucléophile carbone, vous allez créer une liaison de plus. Et dans une molécule, vous imaginez que le carbone qui sera là, il aura déjà fait ces 4 liaisons au total. Vous allez vous retrouver avec un carbone à 5 pattes, c'est pas possible. Donc au moment où vous allez venir faire attaquer ce nucléophile, quand vous allez créer cette liaison nucléophile carbone, R quelconque, vous allez devoir casser une autre liaison. Et ça tombe bien, parce que dans votre molécule, votre liaison Rx, vous avez déjà l'atome d'halogène qui essaye d'attirer à lui les électrons. En fait, le fait que le nucléophile va arriver et va taper sur le carbone, ça va donner un élan. En fait, votre halogène va prendre les électrons de la liaison et s'en aller. Vous voyez, vous avez créé votre R nucléophile, mais par contre, vous avez perdu les 2 électrons de la liaison qui s'en vont sur votre halogène. Donc, vous faites une molécule chargée positif et un halogénure, parce que c'est un anion halogène.
À l'inverse, si vous arrivez avec une charge négative, vous arrivez avec suffisamment d'électrons, hein, donc vous venez taper sur le carbone, ça libère l'halogène, et vous allez simplement former le R nucléophile plus l'halogénure. Je vous explique ça. Là-haut, ce sont les exemples qu'on a fait. Imaginez, vous avez ce qu'on appelle de la triéthylamine, N avec 3 groupements éthyl, N, CH2, CH3, CH2, CH3, CH2, CH3, qui possède donc un double non-liant. Et ici, de ce côté-là, vous avez de l'iodoéthane. D'accord ? Vous avez donc, est-ce que j'ai mis les charges? Non, pas ici. Vous avez sur le I un delta moins, parce qu'il est électronégatif, et sur ce carbone un delta plus, parce que l'iode ici est électronégatif. Donc, le doublé non-liant, c'est votre site chargé en électrons. Il va venir attaquer votre carbone riche en pauvre en électrons, pardon. Et en attaquant ici, vous voyez, en fait, votre carbone fait déjà 1, 2, 3, 4 liaisons, avec les 2 H qui sont là. Donc il faut briser une liaison, et donc la liaison qui sera brisée sera liaison halogène, toujours. Donc vous venez taper ici, et ça libère l'halogène. Quand vous formez la liaison carbone-amine, vous voyez que l'amine ici de base faisait déjà 3 liaisons, et bien en fait elle va en créer une 4e, donc du coup vous avez un N+, donc ça fait un N de T 4+. Vous avez libéré un iode qui s'est en allé avec tous les électrons, vous avez un I-. Deuxième exemple, là où vous ne formez pas de choses négatives, si vous avez de la soude en milieu aqueux c'est Na+, plus OH-. Le OH- peut venir attaquer. En fait, attention, c'est bien du O que ça part. La charge moins est sur le O, ça peut être trompeur. Le O- va venir attaquer votre carbone delta+, et enlever le I-. Donc ça vous fait simplement du CH3OH et du I-, mais sachant que dans votre milieu vous avez du Na+, ça vous fait du NaI, ça vous fait du sel, comme du NaCl par exemple. Ça c'est le premier exemple de substitution nucléophile. En gros, vous avez un nucléophile qui vient taper un électrophile. Première chose. Par contre, vous avez 2 types de substitution nucléophile, ce qu'on appelle la SN1 et la SN2. La SN1, qu'est-ce que ça va être? Ça va être une substitution nucléophile en 2 étapes. D'accord? Et la SN2, c'est une substitution nucléophile en 1 étape. Faites attention. Hein, d'accord? Le type de mécanisme, hein, vous verrez, vous aurez soit ce sera précisé dans votre énoncé, soit vous aurez des indices, voilà, qui vous diront ah ça c'est une SN2, ça c'est une SN1. Vous allez voir pourquoi on appelle ça SN2 et SN1. La SN1, qu'est-ce que c'est? Alors on va commencer par la SN2, c'est quand même la plus simple. La SN2, c'est ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire que vous avez un nucléophile qui est chargé négativement, qui va venir taper sur un carbone et libérer un halogène. Ça, c'est la SN2, comme on a vu, en 2 étapes. D'accord? La SN1, la SN2 en 1 étape. Pardon. La SN1 en 2 étapes, vous allez avoir, par exemple, en chauffant votre milieu, spontanément, mais en chauffant, votre halogène qui va partir tout seul. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir 2 paires d'ions, vous allez avoir un halogénure, et votre cation ici, donc c'est une étape qui est très très lente, et ensuite vous allez rajouter un nucléophile qui lui va venir directement taper, comme il a une charge moins, il va venir vraiment taper sur la charge plus. Et vous allez former du RNU et plus du X-. Vous voyez, vous arrivez aux mêmes choses, mais pas de la même façon. Ça aura une importance pour la suite. Faites très attention à ça, voilà, donc en 2 étapes, tout simplement. Comment est-ce qu'on explique ça? Est-ce que j'ai encore le temps? Oui. La SN1 se fait en 2 étapes. Vous voyez, en fait, la première étape, ce que je vous ai dit, c'est que votre halogène va partir spontanément. Je vais laisser l'animation juste en dessous se terminer. Voilà. Votre SN1, vous voyez, hop, l'halogène s'en va. Ça, c'est la première étape. Votre deuxième étape, votre nucléophile va venir attaquer votre carbocation. D'accord? Plusieurs choses à regarder. Donc, regardez. Première étape, maintenant que ça passe. Première étape, hop, votre halogène s'en va. Deuxième étape, vous avez un nucléophile quelconque, là j'ai mis de l'eau, qui va venir se fixer sur votre molécule. Vous voyez, l'halogène s'en va. Deuxième étape, votre nucléophile vient se fixer dessus. Ce qui fait qu'à la fin, vous avez du R nucléophile, la liaison s'est faite, R nucléophile, et vous avez libéré votre halogénure.
Une chose qui est importante à voir aussi dans cette réaction, c'est que quand vous voyez votre halogène qui part, vous voyez votre molécule, elle est complètement plan. C'est-à-dire que tout est dans le même plan. Je vais vous remontrer. Vous voyez, au tout début, là, elle était tétraédrique. Et le fait que ça parte, votre carbocation est complètement plan. Vous voyez, hop, ça vient de se fixer. Ce qui veut dire que quand vous faites la réaction, en réalité, vous voyez, l'animation se fait toujours dans le même sens, mais statistiquement, votre molécule, elle tourne dans l'espace, ce carbocation-là, il tourne dans l'espace. Ça veut dire que soit votre nucléophile peut arriver de ce côté-là, soit votre nucléophile peut arriver de l'autre côté de votre plan. Si vous aviez, par exemple, ce type de molécule, le X s'en va, vous avez dans le même plan les groupements ABC, votre nucléophile peut attaquer soit de ce côté de ce plan-là, soit de l'autre côté du plan. Ce qui fait que vous allez fixer votre nucléophile, qu'on a appelé ici Y, ici ou de l'autre côté. Et vous avez ce qu'on appelle un mélange racémique. Un mélange racémique, c'est quand vous avez un carbone asymétrique dans votre molécule, R, et un autre carbone sur la même molécule, mais qui sera S. D'accord, ça c'est les règles de Canigel et Prelog, je vous laisserai les revoir si vous avez besoin. Mais en tout cas à 50-50, c'est-à-dire que statistiquement, vous avez autant de chances que ça attaque à gauche et à droite. Donc au final, dans votre milieu réactionnel, vous aurez autant de carbone R que de carbone S. Ce qui est différent de la SN2. La SN2, je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est votre nucléophile qui vient taper sur votre dérivé halogéné et qui libère un halogène. Et comme vous regardez la petite animation en bas, regardez. Est-ce que je peux... Non, je ne peux pas la stopper. Vous voyez, ce dérivé halogéné, quand il vient ce nucléophile, quand il vient taper, bouf, ça libère ici votre nucléophile. Mais par contre, si vous regardez, les trois petits substituants qui étaient de ce côté-là, ils se retrouvent repoussés de l'autre côté. Un petit peu comme un parapluie quand il fait du vent. Au début, vous avez le parapluie comme vous voulez l'utiliser, puis hop, il y a du vent, et les baleines, elles se mettent à aller dans l'autre sens. Souvent, et je l'ai pas mis, si votre carbone ici était asymétrique, s'il était par exemple R, et ben ça conduit à une inversion. Vous voyez, par exemple, si ça c'est R, votre molécule finale, celle-ci, sera S. C'est ce qu'on appelle une inversion de Walden. Et ça, c'est important. Et d'ailleurs, ça peut être sur le produit final, ici, vous aurez un produit qui sera énantio pur, soit purement R, soit purement S. Vous voyez, première différence, ici on a un mélange racémique, 50% de R, 50% de S. Et ici, on a un énantio pur, R ou S. On verra ça en TD. Il reste l'élimination, mais on va pas... Voilà, j'ai un petit peu accéléré sur la fin pour caser tout ça. On va revenir sur les substitutions nucléophiles dans le premier TD, donc ça va aller. Je m'arrête ici. N'hésitez pas si vous avez des questions. La prochaine fois, on voit l'élimination en quelques slides. Vous voyez, pas grand-chose. Voilà. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions. Voilà, très bon TD à vous.